Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rester fidèles. L'un des principaux baromètres de la démocratie, ce sont bien les consultations électorales. Et quand on sait que dans nos contrées en Afrique subsaharienne, ces questions brassent beaucoup de contestations, il peut être utile de s'arrêter parfois et de s'interroger sur les dispositions qui tendent à garantir ce que d'aucuns ont appelé les scrutins libres, transparents et inclusifs. Nous allons parler ce matin donc d'élections. Vous le savez, depuis quelques semaines, un nouveau code électoral, ou du moins un code électoral modifié, a été promulgué par le président de la République et ce code devra régir les prochaines consultations générales de 2026. Nous allons nous y attarder quelque peu pour voir en quoi ce nouveau code garantit un peu plus la transparence des élections dans notre pays. Et nous allons faire ce voyage avec un expert en la matière, un expert électoral, Clotaire Olyide, qui est également membre du bureau politique du Bloc républicain et directeur des recours à la médiation de la République. Vous avez une double casquette, celle de politique et celle de technicien. Je l'évoquais tout à l'heure, vous êtes expert électoral. Ces derniers mois, vous avez quelque peu disparu des radars. Y a-t-il une explication à cela? Oui, bien sûr, je vous remercie pour cette question d'ailleurs. Vous savez, en me présentant tout à l'heure, vous avez dit, et cela est vrai, que je suis directeur des recours du médiateur de la République. Et effectivement, depuis bientôt 2 ans que je suis dans cette fonction, qui astreint le premier responsable à une certaine obligation de neutralité. Il a souhaité que certains de ses collaborateurs, dont moi, nous éloignions un peu des caméras. Donc c'est ce qui explique que je me sois un peu mis en retrait. Mais il y a quelques jours, au regard de l'actualité, surtout de cette question des élections qui m'a toujours préoccupé, occupé, je me suis rapproché de lui pour lui demander gentiment soit de me libérer de cette obligation de silence par solidarité, soit de me libérer carrément de mes fonctions pour me permettre de reprendre ce que je sais faire le mieux. À ce point, vous préférez la casquette politique au service Pour moi, l'une n'empêche pas l'autre. L'une n'empêche pas l'autre. Je suis expert électoral, j'ai une formation avant de m'engager en politique. Et si je devais choisir, je pense que j'ai fait le choix du politique. Et actuellement, c'est à cela que je me tiens. Voilà. Pour coller à votre casquette de politique, 6 avril 2016, 6 avril 2024, on a dit la rupture à 8 ans. À la date d'aujourd'hui, après 8 ans, quel est votre sentiment? Merci beaucoup. Je dirais un sentiment de devoir accompli. Je dirais un sentiment de devoir accompli parce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, finira son second mandat dans 2 ans environ. Mais déjà, à 2 ans de la fin de ce mandat, je peux dire qu'il a fait l'essentiel. Il a fait l'essentiel parce que, personnellement, ce que j'attends d'un chef de l'État, et je crois que c'est pareil pour tout le monde, c'est déjà d'avoir une vision pour son pays. Et ensuite de traduire cette vision en programme, en projet structuré et cohérent. Et ensuite, que tout ce qui a été mis dans le projet soit mis en œuvre, d'abord qu'il mobilise les moyens, les ressources pour la mise en œuvre du programme, et ensuite que dans la mise en œuvre, il s'entoure d'hommes et de femmes, d'une équipe qu'il coordonne, qu'il suit et qui met en œuvre avec rigueur et méthode le programme. Et en cas de défaillance, en cas d'insuffisance, s'il faut sanctionner, qu'il puisse le faire. Je crois que sur toute cette ligne, le chef de l'État, Patrice Talon, n'a pas déçu. Et ce qui doit couronner tout cela est au rendez-vous, c'est-à-dire les résultats. Donc nous avons depuis 8 ans à la tête de notre pays un président qui a une vision, qui a une méthode, qui a de la rigueur, qui sait sévir quand il faut et qui est orienté résultat.
Et quand on met tout ça ensemble, il n'y a pas de raison de ne pas être fier de ce qui a été accompli depuis bientôt 8 ans. Il est vrai que tout cela ne s'est pas fait sans difficulté. Mais c'est justement ça qui caractérise l'homme d'État. Parce que lorsqu'on vous confie la gestion d'un pays, ce n'est pas pour que vous fassiez dans la facilité. Si c'était aussi facile, tout le monde pourrait le faire. Mais si on doit sélectionner des personnes qualifiées, c'est parce qu'on sait que c'est difficile. C'est difficile parce que vous avez l'obligation, en tant que chef, de faire les options, et quand je dis options, c'est politique et économique surtout, les plus pertinentes pour assurer à vos concitoyens la satisfaction de leurs besoins vitaux, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Bon, en parlant des concitoyens, est-ce que vous pensez qu'à la date d'aujourd'hui, les concitoyens ont l'impression que voilà, leurs besoins vitaux, je reprends vos mots, ont été satisfaits? C'est justement là où j'allais atterrir. Parce que pendant que vous vous préoccupez de satisfaire ces besoins, j'ai précisé, pour aujourd'hui et pour demain, eux, les populations, elles veulent tout et tout de suite. Ce qui est normal. N'est-ce pas? Oui, légitime. Tout à fait légitime. Et c'est là justement, c'est en cela que réside toute la difficulté du job. Parce que si vous devez donner satisfaction à tout ce que demandent les citoyens tout de suite, vous allez passer à côté. Et si vous voulez réussir dans cette mission, vous devez forcément accepter d'être impopulaire. Et c'est ça en fait ce qui arrive au président Patrice Talon. Parce que le président Talon travaille, comme je l'ai dit tantôt, avec une certaine rigueur et une certaine méthode. Et lui, il a un programme et il sait à quel moment il doit faire ceci ou cela pour que son objectif puisse être atteint pour maintenant et pour après. À côté, il y a plusieurs facteurs qui interviennent, que ce soit des facteurs internes ou externes, et le chef de l'État qui a le tableau de bord de tout cela a parfois à prendre des décisions difficiles. Et le président Talon, quand c'est difficile, il ne recule pas. D'accord. Parce que lui veut le résultat. Oui. Cette impopularité voilà, assumée par le président de la République, est-ce que ça découle d'une incompréhension des attentes des populations ou disons, le politique n'explique peut-être pas assez sur en quoi les politiques publiques peuvent concourir à assurer le bien-être des populations aujourd'hui et demain? Je crois qu'à ce niveau, vous mettez le doigt vraiment sur la problématique que nous vivons aujourd'hui au Bénin. En vérité, ce n'est pas que le chef de l'État ne sait pas qu'il faut expliquer ce qu'il fait. Mais vous savez, nous sommes partis depuis 2016. Parce que sans vouloir vous arrêter, les Béninois, tous les Béninois aujourd'hui savent qu'il est très rigoureux et qu'il ne recule pas. Justement. Voilà. Ça, je pense que beaucoup de gens apprécient. Donc, voilà. Donc, mais où est le problème? Voilà. Donc, à ce niveau, il est évident qu'il obtient des résultats. Et tout le monde le reconnaît. Le problème, justement, se trouve au niveau de la communication. Et c'est pour cela que je vais vous rappeler le contexte dans lequel le chef de l'État a pris le pouvoir en 2016. Qu'il vous souvienne que son prédécesseur, le président Boni Yahi, à un moment donné, a eu à lâcher le mot en disant que la démocratie béninoise est une démocratie nescafée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le président Boni Yahi. Et il a dit chargé d'anarchie et de désordre. Le président Talon lui-même dira après que le Bénin est un pays de pagaille. Alors donc, le diagnostic au départ était clair. C'est qu'il y avait du travail. Il y avait beaucoup à faire. Ce n'était pas ça, ce qui se passait dans le pays. Mais la différence entre le président Talon et le président Yahi, c'est que le président Yahi a fait le constat, mais n'a rien fait pour que ça change en fait, fondamentalement. Parce que quoi? Parce qu'il avait peur de l'impopularité. Le président Talon, lui... Il avait peur de l'impopularité. Absolument. Il aimait... donc ils disent qu'il aime le peuple. Mais justement, ça revient au même. Oui. Parce que c'est par crainte de l'impopularité qu'il veut accéder à tout ce que demande le peuple et il joue à l'amoureux du peuple. Mais le président Talon, lui, après avoir fait le diagnostic, a choisi, a décidé d'agir. Et il ne fait que ça depuis 2016. Et justement, à force d'agir, il a oublié qu'il faut également communiquer. Ou plutôt, il a laissé un peu le champ de la communication libre. Et bien évidemment, d'autres l'ont occupé. Et quand je dis d'autres, c'est tout un ensemble d'acteurs. Hein. Il y a ceux qui, par le passé, ont eu à avoir des démêlés avec lui
en tant que personne ou en tant qu'opérateur économique. Il y a ceux dont ceux qui sont bousculés dans leurs privilèges par les réformes qu'il a engagées. Il y a ceux qui veulent prendre le pouvoir après lui, coûte que coûte, même s'ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils vont en faire. Donc, il y a tout un ensemble de personnes qui, au regard de l'activisme qu'a commencé à déployer le président Patrice Talon, ont occupé le terrain de la communication pour intoxiquer abondamment et, j'allais dire, monter carrément l'opinion contre le chef de l'État. Et le temps que le chef de l'État... Ça voudrait dire quoi? Que l'opinion elle-même n'est pas en capacité de juger de la justesse de ce qui est fait? Vous avez déjà vu quelque part des foules qui réfléchissent? Ça n'existe pas. Est-ce que quand on le dit comme ça, c'est pas péjoratif? Pas du tout. Oui. Je pèse mes mots en disant une foule. Oui. Je n'ai pas dit les Béninois, je n'ai pas dit les citoyens. Oui. Dit une foule de Béninois. Oui. Non, j'ai dit une foule parce que justement, le concept de foule, le concept de peuple, il est vague. Vous savez, moi qui suis ici, je peux faire dire au peuple ce que je veux. Hein. Oui, on est dans un pays où chacun a son peuple. Chacun peut faire dire au peuple ce qu'il veut. Alors, ça ne veut pas dire que chaque Béninois pris isolément, lorsque vous allez le mettre en face d'une situation donnée, va avoir la réaction qu'il a en groupe. Donc aujourd'hui, quand vous suivez ce qui se dit sur les réseaux sociaux, vous suivez la rue, évidemment, vous avez ce sentiment que vous avez là. Parce qu'on a conditionné l'opinion à ça. Ça n'a pas d'autre nom. Sinon, comment pouvez-vous imaginer que tout le monde reconnaît que le monsieur donne des résultats, mais en même temps, tout le monde est remonté contre lui. Ça paraît contradictoire, mais c'est ça la réalité. Et donc, ayant laissé le terrain de la communication... Est-ce que c'est si contradictoire que ça? Puisque ce qu'on vous parlait de la rue, de la foule, ce qui transparaît le plus souvent, c'est qu'on a faim. Ah mais voilà. Oui. Mais bon, ça se passe de commentaires. Je vous ai dit tout à l'heure, que le peuple, les citoyens, les populations veulent tout de suite. Oui, mais avoir faim, c'est pas trivial. C'est normal, j'en viens. Et quand je dis tout de suite, la première chose c'est quoi? C'est manger. C'est manger. D'accord? Alors, mais lorsque vous voulez manger, il faut tout un processus pour arriver au manger. Est-ce qu'on peut réduire la gestion d'un pays à manger? On ne peut pas réduire la gestion d'un pays à manger. Alors, vous pensez que lorsque le président Patrice Talon va partir, puisqu'il ne finira pas partir, et que quelqu'un d'autre va venir, et qu'il aura réglé le problème de manger, le pays s'emportera bien, c'est terminé? Alors, pendant que vous réglez plusieurs problèmes, vous ne pouvez pas régler définitivement et complètement le problème de la faim. Encore que le problème de la faim aujourd'hui n'est pas induit par le président Talon. Ça, je le dis clairement. Quand vous prenez aujourd'hui l'environnement mondial, vous n'irez nulle part où vous n'entendrez pas ça. Je vous dis, vous n'irez nulle part, en tout cas, tout au moins dans un pays africain, où vous n'entendrez pas on a faim. Oui. Parce que je me fais le porte-parole de la rue. Oui, allez-y. Est-ce la conjoncture mondiale qui fait porter le prix du maïs à 400 francs? Mais attendez, du tonglo, je crois. C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi l'économie? L'économie, c'est la gestion de biens rares. C'est-à-dire que plus le bien est rare, plus il prend du prix. Ça, c'est normal. Alors, lorsque le gouvernement prend toutes les dispositions pour qu'on produise suffisamment, pour que tout le monde en ait, mais que ceux qui produisent, parce qu'eux, ils veulent se faire de l'argent personnellement, ils font sortir tous les produits pour aller vendre au pays de la sous-région, où les dirigeants de l'autre côté n'ont pas pris les mêmes dispositions pour produire suffisamment, ils créent la pénurie à l'intérieur. D'accord? Et dès lors que vous créez la pénurie à l'intérieur, il est normal que les produits prennent du prix. C'est tout à fait normal. Et c'est là où se trouve toute l'ambiguïté, toute la contradiction dont je parlais tantôt. Mais c'est les mêmes populations qui disent on a faim, qui font sortir les produits vivriers, qui créent la pénurie, qui fait monter les prix, qui crée encore scandale lorsque le gouvernement dit ne sortez plus les produits du pays, laissez à l'intérieur, dit ah, le gouvernement veut nous empêcher de nous faire de l'argent parce que quand on vend dehors, c'est plus cher. Vous comprenez, c'est pas si simple que ça. Donc c'est tout un ensemble de politiques à mettre en place. Et ce qui est attendu d'un chef d'État, ce qui est attendu d'un gouvernement justement, c'est de prendre les dispositions pour que les conditions soient remplies, que chacun trouve son compte. D'accord, vous l'évoquez tout à l'heure. Oui. Pendant que vous prenez cette disposition-là, et que le même peuple se rebelle contre les dispositions que vous prenez pour assurer son bien-être et se plaît en même temps qu'il a faim,
vous comprenez qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu et que c'est ensemble que ce problème de faim va se régler. Parce que si on attend d'un gouvernement qu'il ne fasse qu'injecter de l'argent pour que les produits baissent, pour qu'on mange, eh bien, on finira par réduire la gestion du pays à la gestion de la faim. Et on ne pourra plus rien faire d'autre. Et ça, ce n'est pas responsable. Bon, en même temps, si je prends la contraposition de ce que vous venez de dire, si on a faim, c'est qu'on ne peut rien faire d'autre. Oui, bon, c'est pourquoi je disais on a faim. C'est une rhétorique. Oui, c'est vous et moi, on a faim aussi. Oui, on n'est pas mort. Hein. Oui, on n'est pas mort, on est ici. Et on travaille toujours pour pouvoir satisfaire les... C'est que quand on dit on a faim, c'est que c'est difficile de se nourrir. Oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça traduit une certaine difficulté, évidemment, d'une grande couche de la Voilà. population, la couche vulnérable, comme on le dit. Exactement. Et moi, je ne pense pas qu'il y ait un dirigeant, un seul dirigeant au monde, contrairement à ce qu'on tente de faire croire l'opinion, qui serait contre son propre peuple et va s'organiser pour la famille. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Vous parliez de la communication tout à l'heure. Si je traduis votre pensée, est-ce que ça a péché quelque part? On a laissé le terrain à beaucoup d'autres entités. Comment vous l'interprétez? Était-ce par choix? On se rappelle de la communication en début de mandat. Après, il y a eu quand même de la communication. À la date d'aujourd'hui, pour vous, ce n'est pas toujours suffisant? Ce n'est pas encore complètement réglé. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, au début, ça a été un choix. Parce que justement, le président Talon était convaincu que ce n'est pas en expliquant qu'il allait convaincre, mais par ses actions. Pour lui, c'est le résultat qui allait convaincre. Mais ce faisant, il a oublié la sociologie du Bénin. Sociologiquement, le Béninois ne conçoit pas cela. Qu'on ne puisse pas lui expliquer, qu'on ne puisse pas lui parler en permanence. C'est-à-dire que lorsque vous tapez le Béninois, lorsque vous tapez le Béninois et que vous lui demandez pardon, il oublie tout. Lorsque vous allez le voir, on a coutume de dire, ah oui, ce monsieur-là, il est humble, il est respectueux. C'est ça que veut le Béninois. Que vous vous mettiez à son niveau, que vous lui parliez en permanence, même si c'est difficile par ailleurs, eh bien la pilule passe plus aisément. Et c'est ça qui n'est pas dans le style du président Talon. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un homme. Il a son style, il a son caractère, il a son tempérament. Et ça, ce n'est pas toujours compatible avec la sociologie du Béninois. Et donc, justement, au début, ça a été un choix. À un moment donné, il a compris que ce choix-là jouait contre lui. Il a essayé de corriger un peu, mais je continue de dire que ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça, et je pense que lui-même l'a compris. Je pense qu'il a compris, puisque tout récemment, je pense pendant une conférence de presse, il annonçait par exemple qu'il va créer un collège de ministres conseillers et justifiait cela par le fait que les ministres ayant la tête dans le guidon au quotidien n'arrivent pas à voir le ressenti, à toujours voir le ressenti du peuple, à voir là où il faut corriger, à communiquer avec le peuple. Donc ce collège-là, aux côtés des ministres justement, allait être au contact des populations, recueillir leurs ressentis, voir les choses à corriger et discuter et communiquer avec les populations. S'il l'a compris et qu'il le met en œuvre tôt, je pense que c'est important parce que ça va permettre de corriger beaucoup de choses. Il y a encore 2 ans pour le faire et il pourra à la fin de son mandat espérer être porté en triomphe. Parce que ce n'est que ça qui va lui permettre d'y arriver. Oui. La matière est déjà là. Oui. Il faut maintenant l'utiliser pour communiquer, pour convaincre. Et ce n'est qu'à ce prix-là. Voilà, en le disant comme ça, oui, les ministres conseillers, mais est-ce qu'en réalité, est-ce que la cohorte de soutien dont a toujours disposé le chef de l'État, je parle de votre parti politique et des autres partis politiques, est-ce qu'à ce niveau, à un moment ou à un autre, où la plupart du temps, il n'y a pas eu tout simplement le service minimum? Non, c'est aussi, évidemment que les partis politiques aussi ont leur part de responsabilité à prendre. Aussi ou surtout? On peut comprendre que les ministres soient dans l'action. Justement. Oui. Vous savez, je dis souvent aux gens, mais quand j'entends que des ministres, c'est-à-dire des personnes qui sont au gouvernement, disent qu'ils ne sont pas politiques, je tique. Parce que vous ne pouvez pas conduire la politique d'un pays. Parce qu'un ministre, c'est quoi? Il conduit avec le chef de l'État la politique de la nation. Et vous conduisez la politique d'une nation et vous dites que vous n'êtes pas politique. Moi, ça me fait bizarre. Donc, oui, les ministres ont la tête dans le guidon, ils travaillent au quotidien, mais en même temps, les partis politiques dont ils sont issus par ailleurs devraient pouvoir compter sur eux pour faire leur travail sur le terrain. Parce qu'il y a des éléments, par exemple,
que les partis politiques ne peuvent obtenir qu'à travers ceux qui sont justement au travail au quotidien. C'est pourquoi je dis que les partis ont leur part de responsabilité, mais également, s'il n'y a pas cette cohésion, cette symbiose entre le gouvernement, les membres du gouvernement et les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement, il y aura ça va forcément flotter quelque part. Oui, parce que je dis bien qu'ils soutiennent les actions du gouvernement. D'accord, est-ce que ce n'est pas un peu trop facile? Je prends l'exemple simple. Vous êtes d'ailleurs dans le parti qui sied le mieux à ce que je vais dire. Vous avez à votre tête l'un des patrons du gouvernement, c'est-à-dire la coordination de l'action gouvernementale. Donc en temps normal, rien ne peut vous échapper de l'action gouvernementale, puisque c'est lui qui coordonne. C'est le ministre d'État, on le connaît, Aboudra Biachane. Je ne pense pas qu'il y ait un secteur qui lui échappe. Donc en réalité, vous ne pouvez pas vous plaindre au bloc républicain de ne pas avoir les données qu'il faut pour... Non, je n'ai jamais dit qu'on n'a pas les données qu'il faut. Oui. Je n'ai pas dit ça. Bon, vous avez besoin de quelle autre onction? Je dis bien, les partis politiques ont leur part de responsabilité parce qu'ils doivent dans tous les cas contribuer à assurer cette communication-là. Mais je dis à eux seuls, sans qu'il y ait la cohésion permanente avec le gouvernement, même le ministre d'État, oui, il est avec vous, c'est votre président. Mais oui, il est notre président, mais il est en même temps au gouvernement. D'où une cohésion naturelle. Je viens. Laissez-moi aller au thème de mon raisonnement. D'accord? Il est au gouvernement. Il doit répondre à ses obligations au gouvernement au quotidien. Donc, est-ce que vous pensez qu'il peut être également suffisamment disponible pour être aux côtés du parti? Il préside le parti, c'est vrai. Il donne les grandes orientations, il coordonne, il donne les éléments. Oui, il y a d'autres, c'est vrai. Mais il ne peut pas y être en permanence. Et je dis encore une fois, les partis politiques soutiennent l'action du gouvernement. Donc les partis politiques ne peuvent pas fonctionner isolément du gouvernement, donc ils soutiennent les actions. Si ça fonctionne isolément également, il risque d'y avoir des incohérences. Il risque d'y avoir une dichotomie entre ce que les partis iront faire et ce que le gouvernement fait. Donc, c'est pour ça que je disais que l'idée de mettre désormais un lien entre le gouvernement et les partis, je suis convaincu que ça va donner un meilleur résultat. Mieux. Oui, pour que ceux qui nous suivent comprennent, qu'est-ce qui manque en réalité? Quand vous parlez de lien concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, je donne un exemple très simple. Centrale photovoltaïque à Ilou-Lofay, c'est visible, le ministre est venu inaugurer. Bon, de quoi a besoin... Mais nous, on en parle. Mais je vous dis, nous, on en parle. Mais entre que moi, Clotaire Olide, citoyen, même membre du parti politique, j'aille parler à mes parents et que j'y aille accompagné d'un ministre du gouvernement ou de quelqu'un qui est au fait de l'action du gouvernement, vous ne voyez pas la différence. Il y a une différence déjà. Vous comprenez? En fait, c'est de ça que je parle. Je ne dis pas que les partis ne font rien, mais je dis il faut qu'ils soient accompagnés un peu plus par ceux qui ont la tête dans le guidon ou à côté d'eux, ceux qui sont au quotidien les informations les plus actuelles. Quelque chose se décide aujourd'hui au Conseil des ministres. Je donne un exemple. Mais nous, on a les décisions du Conseil des ministres. On nous dit, voilà, telle chose a été adoptée et tout et tout. Mais toute la philosophie qu'il y a derrière et qui a conduit à cette prise de décision, est-ce que vous pensez que moi, je peux l'expliquer autant qu'un ministre qui a participé? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? Ça fait un. Deuxième chose, tous ceux qui sont membres de partis politiques aujourd'hui au Bénin, qui soutiennent l'action du gouvernement, vous savez, qu'on le veuille ou pas, les gens vont dans les partis politiques également parce qu'ils ont une certaine ambition. Alors, quand ils n'ont pas le sentiment d'être plus ou moins directement, entre autres, ce n'est pas que. Même si vous n'avez pas de poste, mais que vous avez un contact quasi permanent ou quasi quotidien avec ceux qui sont en poste, ça vous donne plus... Vous placez tel ou tel... Non. Ne vous accrochez pas trop au placé. Mais je dis, si vous n'êtes pas en position, je suppose, vous êtes ministre au gouvernement, d'accord? Et moi, j'ai la possibilité de vous appeler 1-2 fois par semaine, échanger avec vous sur tel aspect, vous comprenez? J'ai plus d'éléments pour aller convaincre. Ou au mieux des cas, je vous dis, venez avec moi pour qu'on aille à tel endroit, ça convainc mieux. Donc, il y a les hommes, il y a la stratégie, il y a l'équipe, la cohésion de l'équipe. Donc, tout ça compte dans la communication. Donc, on a encore 2 ans.
et beaucoup de choses peuvent encore être faites. Et si tout ça est bien organisé, je dis encore une fois, la matière étant déjà là, dans 2 ans, le président Talon peut légitimement être porté en triomphe par les Béninois. Mais encore que, même si ça n'arrivait pas dans 2 ans, dans tous les cas, après son départ, les œuvres seront toujours là. Elles seront tellement parlantes que ceux qui n'entendent pas aujourd'hui finiront par entendre. Et ceux qui ne voient pas aujourd'hui finiront par voir. Donc il finira tôt ou tard par être porté en triomphe. Voilà, donc pour vous, si je résume votre pensée, le défi qui reste aujourd'hui, c'est expliciter, faire la pédagogie de tout ce qui a été fait. C'est un défi important à relever. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser le reste. De toute façon, connaissant le président Talon, qui est un homme d'action, qui agit au quotidien, je le vois mal en train d'abandonner ce qu'il a toujours su si bien faire pour ne s'occuper que de communication. Donc les deux peuvent aller de pair, les deux iront forcément de pair, mais il faut de plus en plus mettre l'accent sur la communication pour que ce qui est fait soit connu. Parce que si vous faites, même si vous faites très bien, et que ce n'est pas connu, c'est comme si vous ne faites rien. D'accord. Vous avez parlé de ministre conseil tout à l'heure. L'attente est retombée depuis au niveau des partis politiques, parce que quand ça a été annoncé, bon, il y avait un fourmillement légitime, on peut supposer. Après, il y a eu le code électoral, il y a eu cette séquence au Parlement. Après, est-ce que le souffle est retombé ou les attentes sont toujours aussi vives? Il n'y a qu'une seule personne qui en détient l'agenda. Oui, oui, lui il a annoncé. Oui, il a annoncé. Il le fera au moment où il le voudra. Oui, mais je dis, au niveau des partis politiques, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un processus qui a été lancé? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été identifiées? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a bougé à ce niveau? Est-ce que vous en avez parlé au bureau politique, plus haut? Voilà, justement, moi je suis membre du bureau politique qui se réunira probablement dans quelques jours. Mais ce n'est pas le bureau politique qui gère le parti au quotidien. Il y a un secrétariat exécutif, il y a un bureau exécutif national qui se retrouve régulièrement. Est-ce que ces questions-là ont été abordées à ce niveau? J'avoue que je n'en sais pas grand-chose. Mais ce que je sais, et chose dont je suis sûr, c'est que celui qui l'a initié, lorsqu'il sera prêt à faire sortir comment on dit ça, le lièvre du chapeau, il le ferait, tout le monde verra. Bon, en attendant, mais tout le monde continue, mais évidemment. Puisqu'il a annoncé. Vous êtes je veux dire le parti. Oui, je parle évidemment du parti. Et vous personnellement aussi. Bon. Ah, moi je suis membre du parti. Et si le parti me sollicite pour quelque chose, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Mais je ne cours pas derrière pour autant. Voilà, nous allons aborder à présent le code électoral, puisque je l'évoquais dans mon introduction, ce qui pollue quelque peu nos scrutins ou l'ambiance autour, tout ce qui tourne autour de ces échéances si importantes pour nos démocraties, c'est tout ce qui a trait à la transparence de ces élections et des résultats finaux. On voit très bien que c'est ça qui est souvent sujet à contestation et à trouble à l'ordre public et beaucoup plus dans d'autres pays. On l'a vu également chez nous par séquence ces dernières années. Donc la question que je voudrais vous poser de suite, au-delà de toutes les interprétations politiques adossées à ce code électoral modifié, est-ce que pour vous, ce nouvel instrument donne un peu plus de garantie en matière de transparence, puisque vous êtes expert électoral? Ok, merci. Merci beaucoup. Je disais au début de cette émission que j'ai entendu beaucoup de choses par rapport à ce code électoral révisé. Et puisque de formation et d'expérience, je suis expert électoral, justement, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé quand même d'intervenir. Parce que quand je commence par la question que vous avez posée, la question de la transparence, j'ai entendu beaucoup d'interprétations. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, je ne veux pas appeler de nom, qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il faut réviser ce code-là, parce qu'en matière de transparence, il y a beaucoup de ratés. Et parlant de ces insuffisances, il a évoqué un certain nombre de choses. Je vais revenir sur une ou deux que j'ai retenues. Il a parlé par exemple de la question des articles 90 et 92 du code révisé, en s'apesantissant sur la question des feuilles de dépouillement et des procès-verbaux
de déroulement du scrutin. Justement, parce qu'on sait, à juste titre, que ça a créé, en tout cas, ça a fait objet de recours à l'occasion des élections législatives de janvier 2023. Voilà. Et je ne vous cache pas que l'intéressé m'a appelé. Il m'a appelé parce qu'il y a quelques jours, j'avais fait une sortie sur le plateau d'une de vos L'intéressé, Jean-Baptiste Elias, vous voulez dire. Voilà, c'est de lui qu'il s'agit. Oui. Il m'avait fait l'amabilité de m'appeler après mon émission pour soulever les mêmes préoccupations. Et donc, ce que je m'apprête à dire, je lui ai dit, hein, donc il n'y a pas de secret. Mais je lui ai dit, mais Monsieur le Président, vous n'avez pas dû bien lire les articles 90 et 92. Parce que si vous contentez de lire l'article 90 et que vous avez lu l'article 92 séparément et que vous ne les liez pas, vous allez passer à côté. Parce que dit l'article 90 qu'il a évoqué? L'article 90 dit bien ceci. Les procès-verbaux de déroulement du scrutin sont conçus en bloc de 5 feuillets de papier autocarbonés. D'accord? Et évidemment, les 5 feuillets-là, lorsqu'ils sont remplis à la fin du dépouillement, le premier feuillet va à la Cour constitutionnelle, le deuxième feuillet va à la Sénat, le troisième feuillet va au coordonnateur d'arrondissement, le quatrième feuillet est affiché sur le lieu du vote et le cinquième feuillet est remis aux représentants des candidats. D'accord? Donc, il estime que... Tu viens? Oui. Il estime que dès lors que c'est dit comme ça, c'est que tous les représentants des candidats ne pourront plus avoir de feuillet parce que les 5 sont terminés. Oui. Mais quand vous allez lire l'article 92, l'article 92 dit bien que le président du bureau de poste de vote remplit autant de blocs, ce n'est pas autant de feuillets, hein, autant de blocs de procès-verbaux de dépouillement, de déroulement de scrutin qu'il faut pour que tous les représentants des candidats puissent en avoir une copie originale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas un seul bloc de 5 feuillets qu'on envoie dans le poste de vote. C'est plusieurs blocs. Et il revient au président du poste de vote. D'abord, il revient à la Sénat, conformément à la loi, de fournir le poste de vote en suffisamment de blocs, de feuillets, pour que tout le monde puisse en avoir. Et il revient maintenant au président du poste de vote de s'assurer qu'il en a rempli suffisamment pour que tout le monde puisse en avoir. D'accord. Donc, et ça, je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pourquoi on ne dit pas simplement mettre les feuillets, autant de feuillets que de Voilà, j'en arrive justement. Parce qu'on avait fait cette expérience par le passé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait plus de 10 ans à la Commission électorale nationale. Et ce que je dis là, c'est une expérience qu'on a vécue. On a déjà eu à faire cette expérience de faire des blocs autocarbonés de 8-10 feuillets. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous écrivez sur le premier feuillet, après le quatrième, le cinquième, vous ne voyez plus rien sur les autres feuillets. Vous comprenez? Et donc, c'est au regard de cette expérience que la Sénat a remonté vers le législateur qu'on dit désormais de faire 5 feuillets. Parce que lorsque ces 5 feuillets, lorsque celui qui écrit appuie bien sur le premier, ça se répercute jusqu'au cinquième. Et donc, si on dit d'en remplir autant, c'est parce qu'on sait que 5 ne suffirait pas. Vous comprenez? Donc, le législateur a tenu compte des insuffisances du passé, justement, pour dire désormais, c'est 5 feuillets, mais il faut avoir autant de blocs qu'il faut pour que tous les représentants des candidats puissent avoir au moins une copie originale. Et ça, c'est écrit dans la loi. Alors, s'il y a eu une mauvaise application de la loi ou une mauvaise interprétation de la loi, ce n'est pas à la loi qu'il faut s'en prendre. Ce n'est pas la loi qu'il faut corriger. C'est là où il y a eu erreur qu'il faut s'attaquer. Et donc, pour moi, dire qu'on doit réviser le code pour cette question-là, c'est passer à côté. Parce que ce qu'on veut mettre est déjà dedans. Première chose que j'ai relevée. Deuxième chose, et ça je suis sur le plan transparence parce qu'il a dit d'autres choses qui ne sont pas relatives à la transparence sur lesquelles je vais peut-être revenir. Oui. Deuxième chose qu'il a évoquée, c'est la proclamation des résultats de poste de vote par poste de vote. Un peu comme ça s'est fait au Sénégal il y a quelques jours. À ce niveau-là, c'est vrai, ça peut se faire comme ça. J'étais aussi de ceux qui, entre-temps, il y a quelques années, estimaient qu'il fallait le faire. Et je pense que c'était en 2007 ou en 2008, je ne me souviens plus trop.
Il y a eu une élection là où justement, certains médias avaient commencé à faire cette proclamation de résultats par poste de vote. Et la Cour constitutionnelle, dans le temps, avait sorti un communiqué pour l'interdire. Pourquoi en fait? Parce que dans notre contexte à nous, il y a deux choses dont il faut tenir compte. La première chose, c'est que chez nous, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame les résultats des élections. Et la Constitution et le Code électoral donnent le pouvoir à la Cour constitutionnelle de procéder aux rectifications matérielles, aux corrections, tout ce qu'il faut faire avant de proclamer les résultats. Alors, donc c'est la première chose que je voulais évoquer. La deuxième chose, c'est la sociologie béninoise. Est-ce que si, après avoir procédé à toutes les rectifications possibles, la Cour proclame les résultats, et que ces résultats-là ne sont plus exactement ce qui avait été déjà proclamé à partir des postes de vote, est-ce qu'on est sûr que ça ne va pas créer des troubles post-électoraux? Alors, quand on met ces deux choses-là côte à côte, il faut bien mûrir la question avant de s'y engager. Et c'est pour ça qu'à l'époque, la Cour avait dit il faut arrêter. Parce qu'il y avait une crainte. Oui, si d'autres le font, puisque même au Sénégal, c'est la Cour constitutionnelle qui proclame. Au Sénégal, oui, il y a une... D'ailleurs, ils ont rectifié un peu les premières tendances qui ont été proclamées. Voilà. Et au Sénégal, il y a ce qu'ils appellent la commission ceux qui collectent les résultats. Ce n'est même pas la Sénat, hein, et ce n'est même pas la Cour. D'accord? Au Sénégal, les rôles sont plus cloisonnés. Les rôles sont plus cloisonnés. Et c'est pourquoi je dis à côté de ça, il faut tenir compte de la sociologie de chaque pays. Peut-être qu'au Sénégal, même si ça se fait comme ça, si après la Cour rectifie et dit autre chose, ça pourrait ne pas susciter de troubles. Je n'en sais rien. C'est un risque qu'ils prennent. Bon, ils sont coutumiers des troubles, donc on ne peut pas dire que... Bon, est-ce que nous, on en est coutumiers? J'espère qu'on n'y arrivera pas. Donc, c'est un risque qu'on prend en intégrant ça. Est-ce qu'on a déjà pris toutes les dispositions pour minimiser ou contenir ce risque-là? Alors, si on n'est pas encore prêt à en arriver là, ce qu'on fait aujourd'hui déjà et qui est inscrit dans le code électoral peut nous permettre d'obtenir le même résultat. Parce que quel est l'objectif en proclamant poste de vote par poste de vote? L'objectif, c'est de permettre à ce que tout le monde puisse avoir les résultats, faire les compilations à son niveau et disposer déjà des résultats agrégés. Mais les dispositions du code électoral actuel permettent d'obtenir les mêmes résultats. Puisque le code fait obligation, et je l'ai dit tantôt, non seulement au président de poste de vote de donner copie du procès verbal et de la feuille de dépouillement à tous les représentants des candidats qui sont dans le poste de vote, la loi permet à tous les candidats justement d'avoir des représentants dans les postes de vote, donc ils peuvent l'obtenir comme ça. Mais la loi fait obligation également à ce que une copie originale de la feuille de dépouillement et du procès verbal soit immédiatement affichée sur les lieux où le scrutin a eu lieu. Ça veut dire que n'importe quel citoyen peut, in situ, avoir les résultats affichés. Si vous faites votre déploiement de façon conséquente, nous aujourd'hui on est un parti politique. Et c'est justement à ces détails-là qu'on comprend mieux pourquoi il est important que nous ayons des partis politiques d'envergure nationale. Parce que si mon parti, et c'est le cas, a des représentants jusqu'au niveau des villages, jusqu'au niveau des hameaux, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas trouver une personne à poster dans chaque poste de vote pour qu'il récupère, à défaut de la copie à remettre aux représentants du candidat, que les représentants vont forcément prendre, qu'ils puissent récupérer ou faire une photo de ce qui est affiché sur place et envoyer pour que nous puissions faire l'agrégation. Donc, cette disposition-là permet déjà de régler le problème qu'on pose avec les risques de troubles en moins. Alors, oui, je ne vois pas pourquoi alors on dit, je ne vois pas alors pourquoi on dit que ne pas proclamer, pose de vote par pose de vote, proclamer serait source de non-transparence. Vous avez de l'expérience en la matière, vous l'avez dit, mais on sait tous également que ces affichages-là parfois tiennent quelques heures. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient l'arracher, il y a toujours quelqu'un... Oui, alors, mais je dis, c'est immédiatement affiché. Donc, si vous êtes là, vous allez prendre, photographier, c'est un clic. Hein? Mais pourquoi vous voulez attendre quelques heures avant d'aller chercher, puisque vous êtes présent? Donc, tout dépend de ce que vous voulez vous-même. La loi a déjà prévu les conditions. C'est à vous maintenant de vous organiser pour en tirer bénéfice.
Mais si vous pensez qu'il faut vous asseoir chez vous, attendre toute la soirée ou bien le lendemain avant de venir, que entend quelqu'un a déchiré, il ne faut pas vous en prendre à quelqu'un. À partir du moment où la loi vous permet d'avoir vos représentants partout et vous permet d'avoir affiché immédiatement sur les lieux les résultats, moi je pense que c'est déjà suffisant pour que tout le monde puisse avoir les résultats. Il fait ses calculs. Donc ce n'est pas le fait de proclamer qui assure la transparence. Non, c'est le fait de rendre disponible qui assure la transparence. Et ça, la loi l'a déjà prévu. Le reste, c'est la mise en œuvre. Donc sur ce point, vous êtes convaincu qu'on ne reviendra pas sur les écueils, en tout cas qu'un parti le parti de l'opposition a opposé à la Cour constitutionnelle moi, je ne sais pas si ce que ce parti-là a dit est vrai, puisque je n'étais pas dans les postes de vote. Ce que je sais, c'est que la loi a prévu qu'ils aient. Maintenant, s'il est vrai, si tant est qu'il est vrai qu'ils n'ont pas eu, ah oui, ils peuvent recourir contre la Sénat et ses agents. Mais si l'autre possibilité existe aussi, qui n'ait pas été là et qui dit ça, juste, vous savez, on se connaît. Hein? On se connaît, nous, les partis politiques. Et tout ce qu'on peut utiliser pour se donner raison, c'est ça qu'on recherche. Mais avec votre pratique politique, est-ce que tous les partis ont été en capacité d'avoir des représentants partout? C'est là où le bas blesse justement. C'est que généralement, les partis politiques n'arrivent pas à avoir les moyens même avec et le financiers. Oui. Mais tous les partis n'ont pas le financement public. Oui, je parle des partis qui ont le Maintenant, les partis qui ont le financement public, chacun sait comment il organise son financement. Et même ce financement-là, public-là, pour l'instant, n'est pas suffisant pour tout régler. Parce que si vous ne comptez que sur le financement public pour réaliser toutes les activités du parti, vous n'en aurez jamais assez pour couvrir toutes les charges. Ce n'est pas possible. On parle quand même de quelques milliards. Vous pensez une seule activité d'un parti politique, vous avez une idée de ce que ça coûte? Pour moi, la petite expérience que j'ai faite au Bloc républicain, je peux vous dire que une seule activité d'un parti politique qui doit être réalisée sur l'ensemble du territoire national, c'est des dizaines de millions qui sont débloqués. C'est des dizaines de millions, je ne veux pas dire des centaines. Donc, et le financement public que nous recevons, et les cotisations des membres, parce que nous cotisons, et même tout ce que nous avons comme appui de part et d'autre, n'est même pas suffisant pour couvrir toutes les charges du parti. Donc, dans ce contexte-là, vous comprenez qu'il y a des partis qui font des choix de mettre leur argent dans ceci plutôt que dans cela. Et quand finalement ils décident de mettre des agents dans des postes de vote parfois, soit ils n'en ont pas assez parce qu'ils n'ont pas des militants partout, soit ils n'ont pas assez de sous pour les prendre en charge, soit ils leur donnent des montants tellement, dérisoires que les intéressés prennent les sous, ils s'asseyent chez eux, ils disent qu'on ne leur a pas donné de... Il faut toujours les prendre en charge. On voit d'ailleurs dans d'autres pays des citoyens, c'est la force de conviction qui parle. C'est justement là où parfois je suis de sourire lorsque certaines personnes disent « Ah, ce qui s'est passé au Sénégal, il faut que les Béninois fassent la même chose ». Le peuple béninois n'a pas encore le niveau de patriotisme du peuple sénégalais. Il faut qu'on se le dise honnêtement. Il faut qu'on se le dise honnêtement. Ce qu'un Sénégalais ferait sans demander le moindre copec, je n'en connais pas beaucoup de jeunes au Bénin qui vont faire sans réclamer quelque chose. Il y a un travail à faire à ce niveau-là aussi. Et c'est en cela que l'une des ambitions des réformes du système politique électoral que le président Patrice Talon a entreprise, l'une des ambitions qui est de sortir l'argent du jeu politique, on s'y essaye, on n'y est pas encore arrivé. Mais il ne faut pas baisser les bras, parce que c'est important d'y arriver. De la formation politique, donc des partis, des écoles des partis politiques. Pas du tout. Moi, je n'appelle pas ça un échec. Vous savez, quand des habitudes se sont sédimentées pendant des décennies, ce n'est pas en 5 ans, en 10 ans qu'on arrive à les arracher brutalement. Et c'est justement, quand je vous disais tout à l'heure, que le président Talon affronte beaucoup d'adversités, ça fait partie des raisons pour lesquelles il en est là. Parce que justement, lui pense qu'il faut régler ces questions-là et le plus tôt possible. Et ça a du mal à passer. Parce que c'est des habitudes dans lesquelles les gens se sont longtemps complus. Et quand vous dites qu'il faut laisser, vous heurtez à un mur. Vous heurtez à un mur. Et vous savez que tous les partis politiques veulent gagner les élections.
Alors, si pendant que vous dites on ne met plus l'argent, vous sevrez ceux qui en ont l'habitude, d'autres continuent de faire ce qui se faisait avant et qui leur marche et qui se font élire, vous comprenez que c'est difficile pour ceux qui sont en train de faire l'effort de changer, de ne pas retomber dans le même travers. C'est très difficile. Parce que vous voyez, moi, j'aspire à gagner. Vous aspirez. Vous êtes sevré d'argent. Et comment? Et comment? Ouais, vous l'assumez. Mais ça fait partie des objectifs de la réforme, justement. Et le président Talon ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. Et justement, lorsque nous autres... Et ça veut dire paradoxalement que les partis manquent de moyens. Bien entendu. Oui. Mais il ne manque pas, les partis ou les leaders. Il ne manque pas de moyens Oui. pour mener les activités politiques. Mais il manque de moyens pour corrompre les électeurs. Il faut que je le dise clairement comme ça. Il manque de moyens pour corrompre les électeurs. Or, ce qui a toujours marché dans ce pays et qui fait gagner les élections, c'est la corruption des électeurs. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, ça fait que, de plus en plus, les partis politiques n'ont pas les moyens pour corrompre les électeurs. Et puisque c'était l'habitude, eh bien, les électeurs, à la limite, disent, bon, pourquoi je dirais voter? Ou alors, on va voter pour sanctionner celui qui n'a pas donné, parce que ceux qui sont contre la réforme, eux, ils continuent de donner. Donc, c'est tout ça qui est en jeu. Des accusations gratuites. Non, ce n'est pas... Attendez, nous, on est sur le terrain. Nous, on est sur le terrain. Je vous dis, je suis technicien. Et ce sont des faits à dénoncer. Si vous ne le faites pas, c'est que les faits de corruption... Entre dénoncer... Vous êtes expert électoral, oui. Non, moi, je n'ai pas pour rôle aujourd'hui de dénoncer. Oui, d'accord, mais si vous êtes politique avec votre casquette de politique sur le terrain, si vous voyez des faits, si vous êtes aux prises avec des faits de corruption... Est-ce que vous savez que pendant les dernières élections, je ne vais pas donner de nom, nous on a été jusqu'à arrêter des personnalités qu'on a amenées au commissariat, des personnalités politiques de ce pays qu'on a surpris en flagrant délit de fraude qu'on a pris et qu'on a amené au commissariat. Bon, c'est pour vous dire que ce n'est pas faute de dénoncer, mais les habitudes ont la peau dure. Et c'est pour ça que le président Talon est décrié quand il touche à certaines choses. Malheureusement, il faut forcément qu'on passe par là. Parce que quand on a identifié le mal, il faut avoir le courage d'appliquer la thérapie. Si on n'ose pas appliquer la thérapie, on sera toujours en train de se plaindre, mais on n'aura jamais les résultats qu'on souhaite. Et j'ai le sentiment que nous, Béninois, nous, Africains, nous voulons les résultats, mais nous ne voulons pas faire les sacrifices qu'il faut pour y arriver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ça les réalités de chez nous. Alors, donc je disais, pour revenir à votre question de départ, que non seulement il y a cette question-là, cette disposition-là, qui peuvent assurer une meilleure transparence, mais il y a encore d'autres dispositions. Parce qu'au fait, de quoi il s'agit? Quand on parle de fraude électorale, c'est à plusieurs niveaux. Et un des niveaux, c'est déjà la liste électorale. Et vous voyez aujourd'hui toutes les dispositions nouvelles qui ont été introduites dans le code pour que la liste électorale, tout au moins les statistiques relatives à la liste soient disponibles déjà et rendues publiques au moins 180 jours avant les élections. Que la liste elle-même soit affichée au moins 115 jours avant la première élection de l'année électorale et que 60 jours avant l'élection, que la liste soit déjà disponible à la Sénat. Donc, tous ces délais qui ont été allongés, c'est pour donner justement suffisamment de temps pour que tous les acteurs puissent avoir la liste et que s'il y a des incorrections ou des tricheries, qu'on puisse les corriger à temps. Ça, c'est autant d'éléments de transparence qui sont amenés dans le code et qu'il faut saluer. Les anciens éléments de transparence qui existaient déjà dans le code de 2019, ces éléments n'ont pas été retirés. Je prends l'exemple de l'authentification des bulletins. C'est-à-dire que lorsque vous voulez commencer le vote dans un poste, le président du bureau de vote, le président du poste de vote, il appelle un électeur lambda à qui il demande, à qui il remet un bulletin et à qui il demande de choisir au verso du bulletin un ou plusieurs endroits où on doit placer le cachet d'authentification du bulletin. Et lorsqu'il le fait, on le note sur le procès verbal et tous les bulletins, on répète la même opération sur tous les bulletins qui doivent être utilisés dans ce poste-là. De sorte à ce que personne ne puisse apporter un bulletin préestampillé d'un autre poste ou d'ailleurs pour venir utiliser dans le poste. Ça a été introduit dans le code électoral en 2013, je crois, et ça continue d'exister encore maintenant, puisque ça a été maintenu dans le code révisé. Donc ce sont ces éléments-là qui font la transparence du scrutin. Ce n'est pas la proclamation qui fait la transparence du scrutin.
L'autre chose que j'ai entendu le président Elias dire, c'est que dans le rapport de la Sénat, la Sénat n'a pas donné le quotient électoral, ainsi de suite. Mais le quotient électoral se calcule. À partir du moment où vous avez le nombre de suffrages valablement exprimés dans une circonscription électorale, et vous avez le nombre d'électeurs, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre d'inscrits, vous pouvez avoir le quotient électoral. Ça se calcule. Donc, et moi je suis certain, je suis convaincu que si il demande à la Sénat de lui fournir ces données-là, la Sénat va les leur fournir. Ce n'est pas parce que la Sénat n'a peut-être pas mis sur son site que ce n'est pas disponible. Il est vrai que moi aussi je fais partie de ceux qui reprochent à la Sénat de ne pas alimenter son site. Parce qu'effectivement, si vous allez sur le site internet de la Sénat aujourd'hui, ce n'est pas encore ça. Mais ça ne veut pas dire que les données ne sont pas disponibles. Et je rappelle que les mêmes données qui vont à la Sénat, pour que la Sénat proclame les grandes tendances, ce sont les mêmes données exactement qui vont à la Cour constitutionnelle, qui proclament également les résultats. Donc, ces données existent et à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Donc, on ne peut pas prétester ou prétendre du fait qu'on n'a pas publié sur un site pour dire que ça n'existe pas et qu'il n'y a pas de transparence. Donc, voilà par rapport aux griefs qui ont été faits sur les questions de transparence, moi, ce que je peux répondre à ceux qui l'ont dit. Donc, ça veut dire que quoi, tout ce qu'il y a comme grief, comme vous venez de le dire, ce sont des procès d'intention en fait. Oui, quand vous lisez le code, tout ce qui est dit là, pratiquement se retrouve dans le code d'une manière ou d'une autre. Et ce qui n'est pas dedans n'empêche pas la transparence. C'est peut-être des souhaits, mais qu'il faut encore bien étudier pour ne pas créer d'autres problèmes en voulant régler certains. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. En parlant du Sénégal tout à l'heure, vous êtes expert électoral, vous l'aurez constaté, ils sont restés sur des pratiques qu'on adoptait, des pratiques qui avaient cours chez nous il y a encore par exemple, quelques années. Bulletin unique, bulletin multiple. En réalité, est-ce que ce ne sont pas juste des options? Est-ce qu'en réalité, ça améliore réellement, ça a une incidence, un impact sur la fiabilité ou la transparence des scrutins? Absolument, il y a un impact sur la transparence. La preuve est que les Sénégalais le font et bon. Oui, mais justement, ils le font. C'est pourquoi je disais tantôt que le contexte n'est pas le même. Et les risques qu'on court à faire quelque chose au Sénégal ne sont pas forcément les mêmes qu'on court au Bénin. Je vais vous dire la différence. Mais les griefs, en les écoutant, les griefs sont les mêmes. Je vais vous dire la différence. À chaque veille d'élection, transparence, inclusivité, les mêmes mots. C'est normal. Oui, parce que ceux qui vont aux élections veulent toujours monter les enchères. Ça, c'est normal. C'est pourquoi je dis souvent à mes parents, je dis, écoutez, ne vous laissez pas toujours emballer par les politiques. Nous, les politiques, là, on aime monter les enchères. Donc, ne vous montez pas trop la tête pour tout ce que nous disons. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a certaines choses qui sont objectives. La plupart du temps, on monte les enchères, surtout l'opposition. J'ai fait l'opposition, je sais de quoi je parle. Mais je dis, il ne faut pas s'attarder sur tout. Mais il y a quand même des questions objectives sur lesquelles il faut se pencher. Je prends l'exemple que vous avez donné. Bulletin multiple, bulletin unique. Au Bénin, on était au bulletin multiple, on est passé au bulletin unique. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez les bulletins multiples, vous avez 20 candidats. Vous allez dans l'isoloir avec 20 bulletins. Vous mettez un dans l'enveloppe, vous venez, les 19 autres, vous pouvez repartir avec pour aller montrer à ceux qui vont vous donner de l'argent que c'est pour eux que vous avez mis là-bas. Oui, ça c'est des faits de corruption, mais bon, la transparence des élections n'est pas pour autant... Mais attendez, la corruption, mais quoi? La corruption électorale a quelle incidence? Son incidence est justement sur la fiabilité et la transparence des élections. Oui, encore une fois, l'électeur aura voté. Oui, il aura voté, mais il aura triché. Parce qu'il aura conditionné son vote à... Mais oui, bien sûr. Oui. Ça corrompt. La corruption, comme dit le mot, corrompt l'élection. D'accord? Deuxième chose, entre imprimer un seul bulletin, où on met tous les candidats, et imprimer une vingtaine, une cinquantaine de bulletins, qu'est-ce qui est plus économique? Forcément d'imprimer un seul. Donc, le bulletin unique a plus d'avantages et protège plus l'intégrité du vote que les bulletins multiples. Mais si c'est le choix que le Sénégal a fait et que ça ne pose pas de problème, ce n'est pas à moi d'aller leur dire arrêtez de faire ça. Mais l'usage du bulletin unique fait partie aujourd'hui des meilleures pratiques que même les instances au niveau de la CEDEAO encouragent
Parce qu'au niveau des ensembles régionaux, il y a des structures qui coordonnent les questions d'élection et tout, et qui agrègent un peu les bonnes pratiques dans différents pays qu'ils suggèrent à d'autres de copier. Et l'utilisation du bulletin unique en fait partie, parce que ça a beaucoup d'avantages et ça permet de lutter aussi contre la corruption électorale et de garantir l'intégrité des élections. Voilà, restons sur ce cas sénégalais, non pas qu'on érige le cas sénégalais en parangon de vertu, mais il y a quelques éléments qu'on peut mettre en parallèle. Tentons revenir à une organisation sous la coupole du ministère de l'Intérieur. À ce niveau, d'abord je vais vous dire, au Sénégal, il y a plusieurs organes qui interviennent dans les élections. Ce n'est pas seulement le ministère de l'Intérieur. Il faut dire que c'est le ministère de l'Intérieur qui a la haute voilà, main il y a sur le ministère de l'Intérieur, il y a la commission électorale, il y a les commissions mais qui n'ont pas les mêmes prérogatives qu'ici. Les prérogatives sont éparpillées Oui. entre plusieurs organes. Ça déjà, pour moi, ce n'est pas une bonne pratique, première chose. Deuxième chose, pour revenir à la question du ministère de l'Intérieur seul pour organiser les élections, je pense personnellement qu'il faut qu'on arrive là. Mais avant qu'on en arrive là, il faut régler les préalables. Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce qu'on a créé les Sénats et qu'on ne permet pas au ministère de l'Intérieur d'organiser? C'est parce qu'on n'a pas confiance. C'est tout, hein. C'est une affaire de confiance. Les acteurs politiques n'ont pas confiance au ministère de l'Intérieur. Les premières élections au Bénin, c'est le ministère de l'Intérieur qui a organisé. La Sénat n'a été créée qu'en 1994. On avait déjà fait les élections de 1991. D'accord? Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait organisé. Mais puisque le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, membre d'un gouvernement, et que l'opposition estime que, étant membre du gouvernement, il peut travailler à l'avantage du gouvernement, eh bien, on a fini par dire non, on isole un organe administratif indépendant pour organiser les élections. C'est de là qu'est née la Sénat. Alors, cette confiance-là, elle peut être justifiée comme elle peut ne pas être justifiée. Oui, oui, avant que vous n'ayez plus loin, c'est juste pour relever que même dans ce cas, ça n'a jamais tué les procès en suspicion. Je suis d'accord, c'est ce que je veux dire en fait. Je dis, elle peut être justifiée comme elle peut être injustifiée. Mais puisqu'on ne peut pas tout, on ne peut pas tester, ou malgré tout ce que vous allez faire, des gens vont toujours dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut régler certains préalables qui, de façon objective, peuvent mettre tout le monde d'accord. Et c'est ces préalables qui sont en cours de règlement actuellement au Bénin. De quel préalable je parle? La liste électorale. Il faut qu'on s'assure que la liste électorale est fiable. Et c'est pour ça, évoluer vers une liste électorale informatisée, sécurisée, qui est issue d'un état civil, lui-même sécurisé, est une grosse avancée. Donc si on règle complètement la question de l'état civil, et que désormais on tire la liste électorale du fichier d'état civil, et que chacun va voter avec sa pièce d'identité, qui permet de s'assurer que c'est l'individu qui est détenteur de cette pièce d'identité-là, qui est inscrit sur la liste électorale et qui vote, une grosse partie de la suspicion s'efface. Si on peut aller vers ce que j'appelle le vote électronique, c'est-à-dire que de partout dans le pays, vous pouvez même aller voter, un peu comme ça se fait avec les machines de vote en France, aux États-Unis et tout, que ces machines-là sont fiables. Et que ces machines décomptent les résultats sans que les hommes puissent avoir la possibilité de manipuler. Si tous ces systèmes-là sont mis en place, je ne vois pas d'inconvénient à ce que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Et ça va nous faire beaucoup plus d'économies que ce que nous faisons actuellement. Et si on en arrivait là, vous verrez que organiser les élections, ça va être très simple. On peut même organiser des élections tous les ans si on en a s'il le faut. C'est parce que les pays qui organisent par exemple des élections anticipées, où on dit on a dissous le gouvernement, on reprend les élections législatives anticipées peut-être 3 mois, après 6 mois, après 1 an, c'est parce que le système est déjà en place et qu'ils n'ont pas besoin de redéployer tout ce que nous on déploie ici là, avant de faire une élection. Et ça, le ministère de l'Intérieur peut gérer la machine tranquillement. Mais tant qu'on n'a pas mis en place toutes ces infrastructures, superstructures là, les gens trouveront toujours à redire et on n'aura pas la preuve qu'ils n'ont pas raison. Donc c'est en fait de ça qu'il s'agit. C'est déjà d'aller à mettre en place des mécanismes objectifs qui garantissent un minimum de confiance des acteurs en celui qui organise. Si ça c'est réglé, moi je suis de ceux qui pensent qu'à terme, il faut que l'organisation des élections retourne à l'appareil d'État. À l'appareil d'État, pour que ça nous fasse moins de dépenses
et que ça mette plus ou moins tout le monde d'accord. Voilà. Une question peut-être qui va vous faire plaisir, puisque ça, ça touche à votre corporation d'experts électoraux. Quand on prend la Sénat, quand on prend toutes ces institutions qui président à l'organisation de ces élections, quand il s'agit de faire des désignations, on parle souvent des politiques, on parle des magistrats, on parle d'autres corps. Bon, les experts électoraux sont, je ne dirais pas aux abonnés absents, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de place dédiée pour vous. Comment vous l'expliquez alors que l'université dépense, en tout cas l'État dépense de l'argent pour en former? Est-ce qu'on vous délègue simplement au terrain ou à des tâches subalternes? Comment vous expliquez qu'on ne fasse pas plus de place à ceux qui ont été techniquement formés pour gérer la chose? Bon, j'avoue qu'il y a eu une évolution, puisque depuis le code de 2019, il y a une place qui a été faite pour les experts électoraux qui sont formés à l'université. Parce que, si vous vous souvenez, auparavant, et les membres des commissions décentralisées de la Sénat et les agents électoraux, tout ça, c'était la politique qui désignait tout le monde. C'est à l'Assemblée qu'on se partage, vous donnez un ici, vous donnez deux là, et puis... Mais désormais, ce n'est plus comme ça. Depuis 2013 et puis plus accentué en 2019, c'est que les coordonnateurs d'arrondissement, puisqu'il y en a désormais un seul par arrondissement, ce n'est plus des commissions où les politiques les remplissent, eh bien les coordonnateurs d'arrondissement sont désignés sur étude de dossier parmi les juristes, les greffiers, les avocats, les agents, les experts électoraux. Oui. C'est ajouté maintenant dans la loi. Je ne parle pas de ce niveau, je parle du niveau plus haut. Oui, le niveau plus haut, oui. Justement, c'est le niveau de la Sénat. Oui, justement, à la Sénat. Et à la Sénat aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas d'experts électoraux? À la Sénat aujourd'hui, justement, il y a deux organes qui cohabitent au sein de la commission électorale. Il y a le conseil électoral, il y a la direction générale des élections. Alors le conseil électoral, jusqu'à nouvel ordre, je crois, c'est aux mains des politiques. D'accord? Ça, on ne peut pas tout de suite y chercher, puisque c'est une question de confiance qui a présidé à la création de la Sénat, comme je vous l'ai dit. Donc, la loi, désormais, met les politiques au niveau du conseil électoral. Mais il y a l'organe technique à côté, qui est la direction générale des élections, où ceux qui animent cet organe-là sont justement des techniciens qui doivent être recrutés sur le dossier. Et à ce niveau-là, parmi ceux qui sont là, j'en connais qui ont fait, par exemple, la formation à l'université. Il y en a parmi eux. Et on peut en avoir encore plus parce que là, c'est des dossiers et c'est sur profil. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de place qui est faite pour eux aujourd'hui. Il y a de plus en plus de la place. Espérons qu'à la longue, il n'y aura que pour faire le travail, puisqu'ils sont formés pour. Oui, justement, est-ce que c'est peut-être une question naïve? Est-ce qu'on arrivera à sortir, est-ce que c'est une option pour sortir de la suspicion permanente au niveau des politiques, que simplement d'exclure tous les politiques du conseil électoral? On a vu par exemple pour la liste électorale, la NIP qui est une structure purement technique. Est-ce que ce ne serait pas la solution que de mettre tous les politiques dos à dos et que ce soit un organe purement technique de A à Z? Voilà. Je vous disais tantôt que si les questions objectives sont réglées, on peut retourner l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Si ça se fait, c'est que les politiques vont disparaître. Parce qu'aujourd'hui, si la NIP est acceptée par les politiques, c'est parce que justement, la question de l'état civil a été réglée. Donc du coup, c'est devenu une affaire administrative. Donc les politiques, a priori, n'ont plus de crainte par rapport au contenu de la liste électorale. C'est pour ça qu'ils acceptent que la liste soit gérée par une structure administrative. De la même manière, lorsqu'on aura mis en place toutes les garanties que l'organisation des élections même ne peut pas être manipulée, on pourra retourner à une structure purement technique qui sera peut-être supervisée, comme on le dit, par le ministère de l'Intérieur. Et ça, les politiques vont complètement sortir du système. Mais en attendant d'arriver là, je ne vois pas quel mécanisme va convaincre les politiques de sortir complètement de cette affaire. Voilà, on va quand même parler un peu de politique, puisque la finalité, c'est là où on en parle. L'élection, c'est un processus avant tout politique. Je veux dire, par rapport au dessin affiché par ce code, le relèvement des taux, toutes les dispositions afférentes au parrainage. C'est vrai qu'on a assez fait le débat sur nos plateaux, mais je voudrais vous entendre sur ces dispositions. Est-ce que, peut-être en un mot, ce corpus de nouvelles dispositions constitue pour vous un élément manifeste de progrès? Alors, je vais répondre de façon très claire à cette question-là.
nous sommes dans un processus de réforme de notre système politique et électoral. Et cette réforme a une philosophie. Au fait, ce qui est en train de se passer, c'est la mise en œuvre progressive des actions entrant dans cette philosophie-là. Quelle est la philosophie de la réforme? C'est parti d'un constat. Le constat, c'est que notre système politique, tel que nous le pratiquons depuis 1990, ne permet pas, que nous ayons une clarification du paysage politique. Jusqu'à 2018, nous avions près de 250 et quelques partis politiques. Ça ne donne pas, ça ne permet pas une bonne lisibilité. On ne discute pas des enjeux réels de la vie nationale et internationale au Parlement. Mais chacun y va pour discuter de ses problèmes personnels, des problèmes de sa localité. C'est des partis forts, c'est des partis qui ont une envergure nationale et qui professent une certaine vision qui peuvent permettre de régler ce problème-là. Troisième chose, depuis 1990, il n'y a pas eu un seul président issu d'un parti politique qui a dirigé ce pays. C'est toujours un individu qui vient de nulle part et les partis s'agrègent autour de lui et le portent au pouvoir. Ça fait que quand il arrive, il fait comme il veut. On n'a jamais su quel est son idéal, quelle est sa vision. C'est du jour au lendemain. Et on voit les résultats qu'on voit. Donc c'est tout ça qu'on a décidé de régler. Parce qu'en 2018, je vous assure, tout le monde, mouvance actuelle comme opposition actuelle comprise, puisque j'ai eu la chance de participer à tous les séminaires que le Parlement avait organisés dans le temps, avant le vote des lois de 2018. Tout le monde s'accordait sur le fait que ce système-là, tel qu'il fonctionnait, devait être réformé. Et pour le réformer, il fallait, remettre de l'ordre dans le fonctionnement des partis politiques. Donc, faire en sorte que nous ayons de grands partis ayant une véritable assise nationale et pouvant porter véritablement des visions de la société. C'était un des principaux enjeux. Et ça, vous convenez avec moi que passer de 250 et quelques partis à 15 partis politiques aujourd'hui, ça a permis de régler ce problème-là. Bon, il reste la vision du parti. Justement, en termes de vision, bon. C'est pourquoi je disais que nous allons progressivement. Tout ça, normalement, devait se faire de lui-même. Mais tant que ça ne va pas se faire de ça, on ne peut pas aller de soi, il va falloir, au fur et à mesure, prendre des lois pour les imposer et ajuster. C'est de ça qu'il est question. Donc, première chose, il faut réduire. Donc, vous nous annoncez que bon, pour moi, la réforme n'est pas terminée. Pour moi, la réforme n'est pas terminée. Je suis formé là-dessus. Il reste encore des choses à faire. Peut-être avant 2016, peut-être après. Avant 2026, vous voulez dire. Pardon, avant 2026, peut-être après. Je n'en sais rien. Mais pour moi, il reste encore des choses à faire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à réduire le nombre de partis politiques et à avoir des partis d'envergure nationale. Il reste à faire en sorte que des partis qui concourent au suffrage, qui vont aux élections, soient des partis qui soient véritablement capables de s'imposer, de lever des sièges. Et c'est ça que le nouveau code corse un peu les conditions pour s'assurer que ce n'est pas parce que vous avez la latitude de créer des partis que vous pouvez automatiquement vous retrouver à l'Assemblée. Si on laisse cette latitude-là, on risque de repartir encore vers les dizaines de partis qu'on évitait. Donc, on a réglé cette question-là. On a réglé la question du financement public des partis. Donc, si vous voulez recevoir du financement public, vous devez remplir un certain nombre de conditions. Donc, ça vous oblige à travailler, à arriver à ce niveau-là. Il faut qu'on arrive à ce que les présidents de la République soient issus des partis politiques. C'est très important. Tout le monde parle juste de Diomaye Faye, on parle de Sonko. Vous pensez que si eux n'avaient pas créé le PASTEF, les deux auraient pu être interchangeables comme ils l'ont été là? Quand Sonko a été éliminé du jeu, automatiquement il a positionné son secrétaire général et Diomaye Faye. Je parie que 80% des Sénégalais ne connaissaient Diomaye Faye, ni d'Adam, ni d'Ève. Moi, je n'en ai jamais entendu parler avant les élections. Mais il est parti là gagner les élections. Parce qu'à travers lui, les gens ont vu Sonko, ont vu le PASTEF. Il faut qu'on en arrive là.
il faut que les présidents soient issus des partis. Donc on les aurait déjà entendus, on les aurait déjà vus, on saurait ce qu'ils professent comme vision, on saurait ce qu'ils proposent, ainsi de suite. Aujourd'hui, tous ceux qui crient, Talon n'a qu'à partir, va prendre le pouvoir. Vous pouvez me dire ce qu'ils veulent faire quand ils vont prendre le pouvoir là. Moi, je vois tout le monde manipuler l'opinion, utiliser le fait que les gens ont faim pour parler de ci, de ça. Mais bon, on va pas fait ce procès. Non, non, je ne refais pas le procès. C'est pas un procès facile. Là. Non. Les autres manipulent l'opinion. Pas du tout. Non, mais ça a toujours été comme ça. Oui. Bon, écoutez, je vous dis encore, j'ai été de l'opposition. Je sais comment ça se passe. Mais en même temps que nous on faisait ça, on faisait des propositions. Aujourd'hui, moi, j'ai une opposition constructive. J'attends des propositions aujourd'hui, j'en ai pas encore. Parce que quand on dit au président Talon, pourquoi il empêche les gens de faire sortir du cajou ou du soja du pays, alors que le monsieur dit envoyer à Glodibé pour qu'on puisse nourrir les industries de la GDIZ, pour transformer et vendre et faire et avoir des devises pour le pays. Quand on dit non, il ne faut pas faire ça, il faut arrêter. Qu'est-ce qu'on propose comme alternative pour régler le même problème? Quand on dit qu'il faut créer les emplois, qu'est-ce qu'on veut faire pour créer les emplois? Oui, quand vous le posez comme ça, oui, effectivement, on peut vous donner raison. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne peut pas ne pas vous opposer que si le paysan de Bani Kwara ou d'Agbaïzou dans son champ se rend compte qu'en traversant la frontière, parce que lui, oui, il est d'accord qu'on crée des emplois. Je pense qu'il serait d'accord. Justement, mais comment créer ça? Mais en attendant, il veut gagner. Il veut gagner pour lui. Il veut gagner pour lui. Ce qui est légitime. Ce qui est légitime. Je suis d'accord. Alors, donc si mais le président... on considère que il peut considérer que s'il peut gagner 50 francs en plus en traversant la frontière, qu'il a le droit de. Je suis d'accord, c'est ce que je vous dis. Ça, c'est le paysan, ça. Ça, c'est vous et moi, ça. Mais celui qui aspire à prendre le pouvoir, qui veut gérer le pays, son boulot n'est pas de régler le problème de nous, mon François Xavier de Clotaire Olydé. C'est d'assurer l'intérêt général. Et si ce qui est bon pour M. Noumon n'arrange pas l'intérêt général, c'est de son devoir de dire vous ne pouvez pas faire comme ça. Alors quand il dit ça, et qu'un autre qui aspire à prendre ce même pouvoir-là dit pourquoi tu dis ça, mais qu'il propose ce qu'il veut faire pour régler le problème que celui qui a dit ne faites pas ça veut régler, qu'est-ce qu'il propose? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc un dirigeant ou un aspirant dirigeant ne peut pas tenir le même langage, le même débat que citoyen ordinaire. C'est ce que je vous disais tantôt. Mais si ce n'est que pour ça que vous voulez prendre le pouvoir, non, vous n'êtes pas qualifié, restez citoyen ordinaire. Parce que le risque, c'est quoi? Vous allez surfer sur le populisme, vous allez surfer sur les misères des gens et tout. Et vous allez prendre le pouvoir. Mais 1 an, 2 ans après, tout le monde va déchanter. Parce que vous n'aurez pas de solution pour régler le problème. Ou alors, vous serez obligé de vous rabattre sur les mêmes solutions que vous avez combattues et les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc vous répondront qu'ils auraient pris le pouvoir. Mais justement, et c'est ça le mal de ce pays. On se contente de prendre le pouvoir et on tourne en rond. On tourne en rond, on revient toujours sur la ligne de départ. On va continuer comme ça. On peut tout reprocher au président Patrice Talon, mais il construit le pays et c'est de ça qu'on a besoin. Voilà. Donc je retiens que pour vous, ce qui a été, en tout cas ce code en vigueur, est un élément manifeste de progrès. Ça nous permet d'avancer par rapport à tout ce qu'on a conduit par le passé. Et au fur et à mesure qu'on fera les réajustements, on finira par trouver le bon équilibre. Voilà. On va commenter, je vais vous poser, on va commenter quelques questions d'actualité rapidement pour sortir de cet entretien. Première question, on a eu récemment un certain imbroglio entourant la visite des démocrates au professeur Ivor et à Rekia Madougou. Beaucoup de soutien ont crié à l'instrumentation, beaucoup de soutien de Joël Aïvo ont crié à l'instrumentalisation. De votre position, pour vous, qui instrumentalise qui? Non, moi je suis déjà heureux de constater que les soutiens de celui qu'on est allé visiter, eux-mêmes ont désapprouvé ce qui s'est fait. Si tant est que cette prétendue visite n'avait aucune arrière-pensée, je pense que celui qui a été visité ne va pas s'en plaindre. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Bon, donc vous-même tirez les conséquences. Moi, je n'ai même plus besoin de donner mon point de vue. Nous sommes allés visiter quelqu'un et c'est la même personne qui, par le biais de ses véritables soutiens, déplore ce que nous avons fait. Alors, vous voyez qu'il y a quelque chose quelque part qui n'a pas marché. Allez chercher. Voilà, c'est la réponse que vous apportez. C'est tout ce que je vais dire. Je ne ferai pas d'autres commentaires. De toute façon, tout le monde a compris ce qui s'est passé. Voilà. On reste sur cette question. Rekia Madougou a, disons, publié un courrier, on va dire,
publique, si on peut ainsi dire, une lettre publique quant à ses conditions de détention. Elle a déploré beaucoup de choses, c'est ne pas avoir accès à ses médecins, ne pas pouvoir appeler, ne pas avoir pu appeler son fils quand ce dernier, le jour de son examen du BEPC, elle dénonce simplement un régime particulier qui lui est réservé. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance de cette lettre qui a circulé. Qu'est-ce que ça a suscité en vous? Comment vous appréciez vous savez, cette... je ne souhaite à personne d'aller en prison. Ça, c'est honnête. Je ne souhaite à personne d'aller en prison. De toute ma vie, je n'ai eu à faire qu'un séjour de 3 jours dans un violon. Je sais ce que ça... Et pour des raisons politiques en plus. Et je sais ce que j'ai vécu. Donc, je ne souhaite à personne d'aller en prison. Donc, faisons tout pour ne pas nous retrouver dans ces conditions-là. Maintenant, quand vous vous retrouvez là-bas, évidemment, ce n'est pas la même chose que vous et moi qui sommes en liberté. Et puisque je ne suis pas là-bas, je ne peux pas dire ce qui se passe là-bas. Mais si ce qu'elle dit là est avéré, parce que je ne peux pas dire si c'est vrai ou faux, mais si tant est que c'est vrai, je pense qu'au-delà de la lettre ouverte, publiée et tout, il y a des structures dans ce pays qui peuvent intervenir dans ce genre de cas. Je sais tout au moins qu'il y a la Commission béninoise des droits de l'homme qui existe et qui a à charge de s'assurer que les prisonniers sont traités de façon acceptable, sont dans de bonnes conditions. Par exemple, je donne un exemple d'une institution. Elle a des avocats qui peuvent saisir les juridictions. Donc, je pense que sur cette question-là, elle n'a qu'à faire les démarches. Bien sûr, forcément. Et comme je ne suis pas là-bas, je ne vis pas là-bas, je ne peux pas dire, je ne peux pas porter un jugement de valeur. Mais si tant est que ce qu'elle a dénoncé est vrai, je pense qu'elle doit utiliser les voies de recours pour que ça soit réglé. Voilà. Je reste sur cette question pour peut-être finir avant dernière question, parce que je ne peux pas ne pas vous la poser, puisque vous êtes politique. En comparant au cas du Sénégal, beaucoup ont surfé ici sur l'exemple du Sénégal, on va dire, pour caricaturer de la tôle au palais de la République. Est-ce que vous pensez que beaucoup affabulent en voulant mettre les cas béninois et les cas, ce qui est arrivé au Sénégal ensemble? Comment vous appréciez? Pour vous, ça relève de quoi? Non, non, on peut partir de la prison au palais de la République, comme on peut partir du palais de la République en prison. Tout ça, quelque part, c'est le destin de l'homme. Il aurait pu être chez lui être président. Il a quitté la prison pour être président. C'est son destin que de partir de la prison pour être président. Mais ce n'est pas parce qu'il était en prison qu'il est devenu président. C'est parce qu'il a travaillé à être président. C'est parce que le PASTEF a construit quelque chose. Que le PASTEF a mené un combat à travers son cause surtout. Et qui lui a bénéficié, lui, par un heureux concours de circonstances. C'est pourquoi je dis quelque part le destin a joué. Mais ce n'est pas que le destin. Parfois, comme je suis de ceux qui pensent qu'on donne des pouces au destin. Ils ont travaillé pour en arriver là. Et le sort a voulu que ce soit de la prison qu'il y aille. Moi, je n'en fais pas... Je ne construis pas tout un mythe autour. Mais je dis pour moi, l'essentiel, c'est le travail qu'on fait pour y arriver. Et la vision qu'on présente. Ce n'est pas juste jouer aux victimes, faire semblant de plaire aux gens pour aller. Non, je sais que nous, on est champions en ça dans ce pays. Mais quand vous faites ça et que vous n'avez pas préparé, vous ne vous êtes pas préparé pour le job, quand vous allez y arriver, vous allez passer à côté. Voilà. Pour rester rapidement sur le cas sénégalais, ça c'est la pratique démocratique. On a vu que ce parti, le PASTEF, a usé de certaines, on va dire, en parlant des méthodes de contestation, pour faire court, ce parti a usé pendant longtemps d'une sorte de récurrence dans une sorte d'insurrection populaire de façon régulière. Est-ce qu'il faut réellement s'en inspirer? Moi, ce que je retiens du cas sénégalais, personnellement, je ne suis pas pour la violence. Et je ne serai jamais pour des méthodes violentes pour arriver au pouvoir. Il est vrai que à des moments donnés, la réponse en face peut y conduire. Est-ce que le PASTEF a voulu ériger la violence en méthode comment on l'appelle, de conquête du pouvoir? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'au début, ce n'était pas ça. C'est parce qu'il y a eu du répondant que ça a dégénéré. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que celui qui a mené la fronde n'est pas président. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui a mené la fronde n'est pas président.
Donc ce n'est pas cette méthode-là forcément qui a fait que le PASTEF a pris le pouvoir. Mais c'est parce que derrière, il y avait un fond. Quand vous prenez ne serait-ce que le nom du parti, c'est tout un programme. Parti africain des Sénégalais pour le travail, l'éthique et la fraternité. C'est tout un programme. Et ils ont eu le temps de communiquer sur ce programme-là, avant que après les choses ne dégénèrent dans le bras de fer et tout ça. Donc, dans les méthodes, parfois on est amené à. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la violence qui a permis qu'il soit élu. Non, je ne le souhaite même pas. Voilà. Côté Olivier, on va sortir de cet entretien par cette question. Cotonou a été la capitale mondiale de la jeunesse du jeudi au vendredi dernier. Bonne nouvelle pour notre pays puisque c'était le premier dialogue du type. Dialogue mondial de la jeunesse. Pour vous aujourd'hui, encore une fois, les gens ont fait le parallèle par rapport à cette question du Sénégal. Les jeunes, est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire en réalité? Moi, cette jeunesse, politique, activisme, ainsi de suite. Cette activité-là m'inspire deux choses. La première chose, c'est que d'abord, notre pays, chaque jour un peu plus, se positionne sur l'échiquier international. C'est quand même Cotonou qui a accueilli cet événement d'envergure mondiale. Ce n'est pas tous les jours qu'on vit ça. Et depuis que M. Patrice Talon est devenu président, on en a beaucoup de ce type-là. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Il révèle le Bénin, effectivement. Première chose. Deuxième chose, c'est une très bonne chose que de réunir les jeunes. Que de réunir les jeunes pour discuter des enjeux contemporains. Parce qu'en vérité, on parle du Sénégal aujourd'hui, on dit les jeunes, les jeunes, les jeunes. Mais dans combien de pays africains, est-ce que les jeunes s'organisent un peu comme ça s'est fait au Sénégal? Les jeunes, vous les voyez sur les réseaux sociaux. 80% des jeunes s'expriment sur les réseaux sociaux et sur des banalités. Sur des banalités. Les véritables enjeux sont occultés. Vous les entendez juste dire on n'a pas de travail, on a faim, et puis insulter les aînés, et ça s'arrête là. Mais ça n'amène nulle part. Donc, il faut trouver des créneaux, des creusets, pour les amener à appréhender effectivement les grands enjeux de notre temps. Parce que je dis souvent à mes frères, quand moi je vais à Kobe chez moi là-bas, je dis mais vous criez, vous pensez que les choses vont s'améliorer. L'environnement mondial, l'environnement international va évoluer de mal en pire. Les choses ne vont pas s'améliorer. Ça va s'aggraver. Les enjeux au niveau environnemental et climatique, au niveau sécuritaire, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est des choses qui vont évoluer de mal en pire. Et les pays qui vont arriver à s'en sortir, c'est les pays dont la jeunesse surtout aura pris conscience et va se mettre vraiment au travail. Ce n'est pas bavarder sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas aller demander aux aînés, donnez-moi 1000 francs, donnez-moi 10 000. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc déjà réunir les jeunes pour les faire prendre conscience de ces enjeux-là et les amener à s'organiser pour tirer leur épingle du jeu, je pense que c'est essentiel. Et c'est en cela que je salue encore une fois cette réunion de Cotonou. Une pierre dans le jardin des partis politiques encore une fois? Pourquoi pas? Et je suis parfaitement d'accord et je crois que les partis politiques ont un grand rôle à jouer à ce niveau-là. En tout cas, nous on a la réunion du bureau politique du parti dans quelques jours. Je ne vais pas encore vous donner la date, puisque ce n'est pas encore dit officiellement. Mais à cette occasion-là, je pense que la question de l'école du parti, du bloc républicain, risque de revenir. Parce qu'il faut que dans nos partis, il y ait des écoles effectivement opérationnelles qui permettent de plus en plus aux jeunes de prendre conscience de ces réalités-là et de travailler à devenir ce qu'ils voient ailleurs et qui leur plaît tant. Voilà. Votre conclusion, en un mot? Alors déjà, vous remercier de m'avoir donné cette opportunité, encore une fois, de donner mon point de vue sur un certain nombre de questions et de dire aux Béninois que aujourd'hui, après 8 ans de gestion de Patrice Talon, il faut qu'ils comprennent que ce monsieur est une chance pour nous. Ce monsieur est une chance pour le Bénin. Et au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, il a une vision et il construit le pays. Mon souhait, c'est que progressivement chacun en prenne conscience et qu'on voit comment faire, non seulement pour l'accompagner, mais pour préparer des personnes qui pourront s'inscrire dans cette même logique-là après lui, pour que d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous aussi on soit fiers de dire oui, notre pays se retrouve au niveau
peut-être pas des grands pays développés, mais s'en rapproche de plus en plus. C'est mon souhait pour le Bénin. Voilà, Clotaire Olydé, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous avions à la table de l'entretien ce dimanche Clotaire Olydé, expert électoral, membre du bureau politique du Bloc républicain, directeur des recours du médiateur de la République. Merci de nous avoir suivis en espérant que vous avez glané ici et là quelques réponses à vos questionnements. Dimanche, c'est politique se poursuit.